femmes justement dans le groupe des sportifs, que les femmes qui étaient aussi dans les métiers nationaux dans l'entreprise, c'est-à-dire en termes soit élitistes, des étudiantes aussi, et on n'avait aucun souci de retrouver finalement les femmes comme les hommes dans les différentes catégories professionnelles, à part ceux qui étaient justement là. Le seul cas, c'était le focus group, c'était sur les femmes domestiques, on a trouvé uniquement des femmes, et sur le groupe de Tijania, les Tijanes, il y avait dans l'association que des Tijanes hommes qui l'ont constitué. Mais il y a des femmes bien sûr Tijanes, mais ils ne se sont pas constitués. Mais à part ces deux cas, on n'avait aucun mal, sans même le faire exprès, c'est-à-dire c'était rapide. Et pareil, dans le deuxième enquête sur le subsaharien en général, la même chose, on a retrouvé systématiquement une représentativité aussi importante des hommes et des femmes dans les différents profils des migrants. Et justement, la campagne de régularisation de 2014 qui a été annoncée, il y a eu plus de 10 000 femmes qui ont été régularisées. On atteint les 100% parce que justement il n'y a pas eu de rejet de dossiers de femmes. Et par conséquent, sur les 10 000, quand on sait que la plupart des 27 000 sont issus du sud de Sahara, on peut dire que le nombre des femmes dans la globalité même de ces migrants qui sont en situation irrégulière et qui demandent à être régularisés, est important. Juste un mot justement sur les femmes, puisqu'on en parle sur cette question de régularisation. L'enquête qui a été faite, l'enquête qualitative qui a été faite à Nador, auprès justement de migrants, notamment subsahariens en situation irrégulière, qui ont participé à la régularisation, ils nous ont dit que sur les 400 et quelques dossiers qui ont été déposés dans la Nador, il y a eu 128 dossiers régularisés et les 128 c'était des femmes. C'est-à-dire que le reste, tous n'ont pas été régularisés, c'était des hommes. Et justement, ce qu'il me posait comme question, c'est que justement, il disait, je trouvais ça injuste, parce qu'il disait, mais nous, on était tous dans la forêt, on était là depuis un moment, et surtout, on est tous ensemble, c'est-à-dire, il y en a même certains d'entre eux qui étaient mariés avec ces femmes. Et ce qui s'est passé après, dans l'entretien avec le président de l'association, c'est qu'il me disait que l'État, une fois il est allé, parce que bon, après la fin de la régularisation, il est allé pour évacuer les lieux justement de ces forêts, ben justement les femmes elles sont sorties en disant mais nous on est régularisés, on a notre papier. Alors c'est pas parce que justement on n'est pas en situation illégale, c'est parce qu'on n'a pas où aller. Et du coup l'État a amené justement par des petites localités à se dire bah oui maintenant qu'on les a régularisés, qu'est-ce qu'on en fait? Là, c'est justement les questions que se posent la plupart des migrants quand on leur pose la question. C'est qu'ils disent, d'accord, régularisation, on a le statut juridique, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va nous renouveler? Est-ce qu'on ne va pas nous renouveler? Est-ce qu'on va nous intégrer? Comment on fait? Et la fameuse question d'intégration qui m'a posé à moi l'autre fois quand on a fait des enquêtes, qui nous a posé problème. Est-ce qu'on parle d'insertion? Est-ce qu'on parle d'intégration avec ce que ça charrie en termes justement le contexte un peu, voilà, 5 minutes, c'est bon pour moi. Juste, est-ce qu'on va justement reprendre à notre compte la même chose ou pas? C'est-à-dire que ces femmes, justement, en tout cas juste pour, parce que j'ai 5 minutes, alors je vais m'intéresser à un point particulier, ces personnes, quand ils sont interrogés, on les retrouve, comme j'ai dit, dans la plupart des profils justement de ces migrants, sauf qu'il y a toujours quand même, par exemple dans la catégorie des commerçants, on les trouve dans une situation subalterne. C'est-à-dire que, par exemple, pour les Sénégalais, pour donner une manière très, très concrète, dans certains types de métiers, c'est l'homme qui va ramener le gros, il va faire l'import et l'export, et les femmes qui vont essayer justement de vendre ça, mais d'une manière un peu plus, c'est-à-dire ils vont faire de la sous-traitance. Et c'est vrai que dans certains métiers, on trouve justement les femmes, comme dans la plupart des cas, justement dans ces situations subalternes, dans certains lieux. Mais il n'empêche qu'ils sont quand même représentés. Et là, l'histoire aussi de la question religieuse, parce que souvent ça a été posé, ça m'a étonné parce que justement, c'est des pays, pour la plupart d'entre eux, à majorité musulmane, en tout cas ils sont même pratiquants ici, et quand il y a la question religieuse qui est posée, c'est plutôt les hommes qui invoquent la raison religieuse pour l'installation, par exemple la thèse pour les tijanes, etc., que les femmes. Les femmes, justement, ils ne parlent pas de ça, alors même que certaines études, comme à Naïk, elles parlent déjà de l'idée qu'ils viennent au Maroc parce que, justement, leur mari les laisse, etc. Or, justement, quand on travaille sur ces subsahariens qui viennent ici, on trouve déjà qu'elles sont, non seulement qu'elles ont fait une immigration interne, par exemple entre les petites villes, les
accompagnent la vie, mais en plus, ils avaient déjà ce qu'ils appellent un commerce entre les pays, justement, d'Afrique subsaharienne, et qu'ils étaient déjà dans un commerce transfrontalier avant d'être dans une immigration internationale. C'est-à-dire que ce pas des personnes qui viennent pour la première fois et qui n'ont jamais immigré, etc. C'est au contraire des personnes qui avaient déjà des compétences. Juste pour finir là-dessus, justement, puisque j'ai les deux dernières minutes, je crois que là, il faudrait faire attention parce que justement, on a un troisième projet de loi sur la question de la traite. Et ce projet de loi, déjà, moi, en discutant un peu avec Khadija Madoumad et les autres qui travaillent du point de vue juridique, ils sont déjà en train de... la traite, c'est les femmes, et les femmes migrantes sont toutes victimes. Il y a déjà ça qui commence à poindre, et c'est pas forcément, comme disait Vazik, on délaisse finalement la victime cachée, recluse, et on passe à la victime qu'on va pouvoir exhiber. C'est celle justement qui la traite, et j'espère qu'à travers ces projets-là, on ne va pas encore plus invisibiliser ces femmes en les survisibilisant à travers la question de la traite. Et merci. Très bien, Fatima. Je crois que bon, non seulement tu as respecté le temps, sinon que tu as pu aborder quand même de façon assez schématique et assez claire les éléments pour pouvoir expliquer quand même le thème qui nous tient. Je peux revenir sur certains aspects, mais le temps ne nous le permet pas, de sorte que je crois que nous allons laisser déjà la parole à l'intervenante suivante. Et ensuite, je vous propose de pouvoir faire un petit débat, sinon ça va être un peu trop grand, un petit débat avant la pause, avant que la deuxième partie de l'atelier ne se tienne. Sinon, ça va être trop long avant d'atteindre le grand débat final. D'accord? Alors, Adèle? C'est la doyenne. Quelles sont les raisons potentielles de ces décisions? Quel est le motif? Est-ce que vous savez quelque chose sur ça? Justement, parce qu'au départ, dans les critères qui ont été annoncés, il n'y avait aucun critère qui spécifiait que si vous étiez femme, vous allez être régularisé ou si vous étiez enfant. Mais petit à petit, de fait, les choses, quand on a vu, nous, justement, les 10 000, on a vu que justement toutes les femmes, à 100%, et c'est là qu'on a commencé à poser la question, c'est-à-dire auprès des personnes. Et d'ailleurs, vous avez entendu le matin le représentant du CNDH qui a dit justement toutes les femmes, ils ont été, on a eu cette manière particulière. Alors, au niveau légal, peut-être que justement, il y a la loi de 2003 qui justement sur les femmes et les enfants, qui peut être utilisée, mais normalement, il n'y a rien au niveau des critères qui justifient que justement les femmes ou les enfants doivent être régularisés, en tout cas sans critères, en tout cas dans les critères initiaux. Et pas d'hypothèse non plus. L'hypothèse, c'est que justement parce que ce sont des femmes, et parce que comme le Maroc se veut dans une idée humanitaire, et pour éviter la question de la traite, parce qu'on pense toujours que les femmes, justement, c'est les seules qui sont victimes de traite comme les enfants, on les a régularisées dans ce sens-là, pour éviter ça. Merci. Ok, oui, juste avant de donner la parole à Shadia. Ah non? D'accord. Je passe la parole à M. Issa qui voulait juste répondre à une question que j'avais et à lui poser par rapport à la fuite des cerveaux. Si je sois bref, et puis là, après à Shadia. Parce que monsieur m'a posé tout à l'heure la question de la fuite des cerveaux. Ce que je voulais dire, je ne suis pas entré dans les définitions. Effectivement, il y a des tas de définitions à avoir sur les notions et les concepts qu'on utilise, notamment cette notion de fuite des cerveaux, d'exode des compétences,
moins focalisé sur des notions. Ceci étant, la fuite des cerveaux, ou dire l'exode des compétences, c'est tout à fait moralisant. Je veux dire, il y a là, selon les pays et les sociétés, des causes et des raisons différentes. Et ça se fait à la fois sous forme de détermination, mais aussi de stratégie d'acteurs, et dans des formes d'interrelation entre les individus et leur société, entre les sociétés. Donc, on ne peut pas dire fuite, comme on ne peut pas dire exode, comme on ne peut pas dire flux. Derrière les flux, souvent on dit les flux de migrants. On oublie, on occulte qu'il y a des individus en chair et en os qui circulent, qu'il y a des acteurs qui font des calculs coûts-bénéfices. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut revenir, ça c'est plutôt des impositions idéologiques, de débats idéologiques. On s'aperçoit aujourd'hui, je termine, que, disons, dans ces interrelations dans le monde globalisé, un vrai jeu de chaises musicales du point de vue des circulations de compétences. Or, on voit que les Kenyans vont en Afrique du Sud, les Africains du Sud vont en Australie, les Australiens vont aux États-Unis, etc. Et de ce point de vue-là, c'est complètement globalisé. Il faut spécifier par pays, par aire géographique, et notamment en ce qui nous concerne dans la région de la Méditerranée, ce qui se passe. Voilà. Merci. Avec Chalia. Travailler en France, est-ce que tu ne penses pas, est-ce que tu penses pas que nous-mêmes, chercheurs, n'avons pas travaillé à catégoriser cette population qui est très diverse en utilisant notamment cette catégorie des subsahariens, je pense notamment aux travaux de Mehdi Aliwa, mais à plein d'autres. Et Adil, je voulais d'abord te féliciter parce qu'il y a 1 an et demi, tu es arrivé en France, tu savais pratiquement pas parler français, et je suis très fière de toi, de te voir aujourd'hui pouvoir me faire une communication en français. Je voulais juste savoir si tu pouvais nous parler très rapidement de ton deuxième terrain aux États-Unis, nous dire si, notamment sur la question de la culture et du maintien de la culture palestinienne, est-ce qu'elle était plus maintenue dans un pays arabe qu'est la Jordanie, et est-ce qu'elle était moins communautaire, on va dire entre guillemets, aux États-Unis, ou plus diffuse en tout cas. Je ne sais pas si je viens. Merci. Juste pour, effectivement, merci de Chadia de vous l'avoir, parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Je disais que les Maghrébins, effectivement, comme les subsahariens ici, ils ont été homogénéisés, on leur a imposé, parce que, et c'est vrai tout à fait, les chercheurs font partie des personnes qui ont participé justement à la création de cette catégorie de subsahariens, et c'est petit à petit, l'État, après, avec sa politique migratoire, il en a rajouté un clou, et c'est vrai que les personnes, quand on les interroge, ils vous disent, c'est très bien que derrière, vous le dites africain, pour ne pas dire noir, parce que c'est ce qu'ils pensent dans la tête des gens, et ils disent après, vous le dites subsaharien, parce que vous connaissez, vous ne savez même pas les lieux justement d'où on vient, mais ça nous va, parce que finalement, on le reprend à notre compte, parce qu'on se retrouve effectivement entre subsahariens. Voilà, c'est un peu... Je vois que le débat commence par s'animer, et on va laisser répondre Sohanen. Juste un petit éclaircissement peut-être dans ce cadre-là. Moi, je travaille, ma spécialité c'est l'Afrique subsaharienne évidemment, sur les questions migratoires. Et moi, je ne suis pas personnellement, en tant qu'Africain, que je sois migrant en Espagne depuis des années, je ne suis pas contre le thème subsaharien. Au contraire, parce que ça nous permet d'avoir non pas cette uniformisation, mais sinon cette reconnaissance de cette partie-là. Parce qu'il est clair que, qu'on le veuille ou pas, il y a ce désir-là de se sentir de quelque part. Donc c'est un peu dans ce sens-là que, même en tant que chercheurs, nous défendons, et certains parmi nous, nous continuons à défendre le thème subsaharien, et d'autres le prennent comme une arme pour revendiquer d'autres idéologies. C'est vrai que c'est un débat, mais moi, personnellement, je ne suis pas contre le thème. Ok, je vais expliquer un peu. Moi, j'ai fait le travail sur le terrain aux États-Unis, en Californie. C'est comme premier quartier, et le deuxième en Amman, en Jordanie.
sur les Palestiniens en Jordanie. Mais tous les Palestiniens aux États-Unis considérés comme Palestiniens américains, ou je ne sais pas, américains palestiniens, etc. Et tous, ils ont les passeports américains. Et en même temps, il y a des Palestiniens aux États-Unis aussi, ils ont le passeport américain avec l'identité palestinienne. Et donc, pour eux, ils peuvent traverser les frontières toujours et faire plusieurs visites, etc. Je crois que nous allons juste prendre deux interventions pour ne pas voler beaucoup plus de temps à la deuxième partie de cet atelier. Vous êtes d'accord, madame? Merci beaucoup. C'est vrai que bon, les interventions ont été extrêmement intéressantes, mais un peu dispersées. C'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence et on est un peu gêné. Et ceci d'autant plus que le temps de parole est très court, donc il y a des frustrations au niveau, je pense, de l'ensemble des auditeurs. Nous sommes frustrés. Alors, évidemment, bon, comme je suis aussi obligée d'aller directement au but, je vais me contenter de poser les questions directement. Pas à toi, ça. Hein. Il y en a, je ne sais pas qu'il n'y en a pas. Mais... Donc, je vais commencer quand même par Hassan Bousta. C'est vrai que tu nous as décrit un petit peu comment institutionnellement la Belgique a pris en charge la question de l'islam, mais évidemment je crois que l'une des questions qui nous taraude tous ici, c'est pourquoi cette gestion a donné ce qu'elle a donné comme résultat. Et c'est ça peut-être qui nous intéresse le plus. Mais ça nous intéresse, il est évident qu'on doit connaître probablement qu'il y a des liens tout à fait étroits entre ceci et cela. Alors j'attends moi au moins quelques hypothèses sur la raison pour laquelle la gestion quel type de lien on peut établir entre ceci et cela. Hein. Et je pense que cela existe. Et d'ailleurs, quand il y a eu à un moment donné, vous avez parlé de la gestion par l'Arabie Saoudite, car nous savons que la thèse court que cette gestion-là a donné ces résultats-là. Mais ça a été pour moi juste une série d'informations un petit peu descriptives, beaucoup plus que analytiques, et j'attendais jusqu'à la fin qu'il y ait une retombée qui me dise quelque chose au-delà de l'explication. Sur Fatima, moi, il y a cette question de transit que tu as un peu éludée, je trouve un peu vite. Elle est très complexe pour moi, en tout cas. Pour moi, elle est très complexe parce que c'est à la fois, elle n'exprime pas simplement un comptage mathématique, comme on dit, combien de personnes sont là et qui pensent repartir, parce qu'il y a des migrants qui ont leur papier, qui sont là depuis 20, 30 ans, qui sont dans leur mental en transit. Donc, je crois qu'il y a un approfondissement à faire sur cette question de transit pour pouvoir le restituer cette dimension plus large. Et évidemment, quand tu dis après que l'État a besoin de contrôler, mais c'est le rôle de l'État, effectivement, de contrôler à la fois le transit. Il ne peut pas le contrôler au niveau mental, il va le contrôler au niveau juridique, au niveau voilà, concret, etc. Et là aussi, tu es allé un peu vite sur la question de l'intégration. Ah, franchement, pour moi, l'intégration, c'est un des plus gros problèmes. Le Maroc n'a pas cette capacité pour l'instant de dire qu'il fait une politique d'intégration. Il en est tout à fait au début. Or, elle pose des questions déjà qui sont extrêmement controversées. L'altérité, la diversité, et encore une fois, tout ça implique une subjectivité, tout le mental qui va avec. Donc je crois que ce ne sont pas des questions qu'il faut... bon, voilà, je peux encore dire plein de choses, mais sur les femmes notamment. J'ai beaucoup... Attends, une seconde. J'ai juste beaucoup apprécié le fait que tu parles de la transversalité de la question féminine et que tu aies revendiqué le fait que toutes les interventions auraient dû poser la question et devraient poser la question. Oui, nous sommes d'accord. Merci pour cette intervention. Je crois que les interventions ont dû respecter la rigueur de temps qui a été imposée. Nous savons que lors de ces colloques, on jette quelques idées pour quand même vous permettre non seulement aux autres collègues chercheurs, sinon aux étudiants de pouvoir réfléchir. Alors, c'est juste, nous voulions juste commencer cela pour que certaines choses ne s'oublient pas. Si nous avons le temps au niveau du grand débat, on pourrait revenir là-dessus, mais je ne voudrais pas sincèrement voler beaucoup plus de temps à la deuxième partie du débat. Avant de donner la parole à Hassan, je crois qu'il est mieux que je laisse M. Hadi, s'il a une question concrète, de la poser, sinon nous passerons. L'éclairage qu'a fait Fatima est très intéressant parce que j'ai
de la régularisation des sans-papiers ici au Maroc. Et c'est vrai, en tant que militant associatif, surtout ceux qui ont poussé vers ça, c'est les militants associatifs qui sont venus de France pour s'installer au Maroc. Ils ont reproduit les mêmes schémas. Nous, on avait demandé, et l'État a reproduit les mêmes schémas de l'État français. Par exemple, on a demandé, lorsqu'il y avait la régularisation, on a demandé une régularisation exceptionnelle pour tout le monde. On a créé un groupe qui existe toujours, papier pour tous. C'est-à-dire, on a reproduit ce qu'on faisait à Barbès, etc. Et l'État, il a reproduit ce qu'a fait Pasqua et Sarkozy. C'est-à-dire, dans la liste de la régularisation, l'État marocain, incroyable mais vrai, l'État marocain demande aux migrants, par exemple, un bail de 3 ans, un justificatif de bail de 3 ans. Moi, qui est de la classe moyenne, qui habite dans une petite villa, etc., j'ai jamais eu de bail. Parce qu'un propriétaire marocain, pour ne pas payer les impôts, il ne va pas te faire un bail. Alors imaginez un immigré qui est... On a demandé aussi quelque chose d'extraordinaire dans un pays où l'économie est à plus de 60% informelle. On a demandé, comme en France, pour justifier que tu vis ici depuis 5 ans, on a demandé des contrats de travail sur 2 ans. Donc, on a reproduit la même chose, et c'est vrai, c'est pas que seulement les chercheurs, l'État et les militants associatifs, tout le monde, on s'est mis dans cette reproduction de schémas déjà existants. Merci, Joseph. Nous allons laisser la parole à Hassan juste brièvement, et nous allons devoir ouvrir la deuxième session de l'atelier pour laisser les autres questions. Veuillez bien les noter pour le débat final. D'accord? Alors, je voulais... Je vois que tout le monde est pressé de se lever. Alors, Hassan a la parole pour pouvoir répondre. Alors, je voudrais, si vous me permettez, je voudrais répondre à la question parce que c'est une question importante, c'est une question très, très pointue, une question très juste, très à sa place. Alors, je vais y répondre de manière courte en m'excusant à l'avance, c'est que j'ai évacué les aspects théoriques de mon exposé. Mon exposé a été imaginé avant les attaques du 13 novembre à Paris. Mais mon exposé prévoyait, en fait, l'argument que j'essaie d'avancer, c'est que malgré l'espace formalisé, institutionnalisé, il y a la réémergence du religieux dans des espaces de substitution comme l'espace local. Si j'avais été jusqu'au bout de mon analyse, je vous aurais aussi parlé de ce que j'ai identifié comme étant les espaces infrapolitiques. Moi, je crois précisément qu'il n'y a pas de lien direct entre la gestion institutionnelle et le phénomène du djihadisme tel qu'il s'est exprimé. Je pense au contraire qu'en réalité, si l'islam institutionnel a permis d'organiser un peu, pas suffisamment, mais un peu, des espaces où s'organise la transmission culturelle, linguistique, religieuse, eh bien, l'espace où se situe le djihadisme est précisément un espace complètement différent. C'est un espace qui est généralement construit à partir de trajectoires de désocialisation plutôt qu'à partir de trajectoires de socialisation et de structuration religieuse. Donc ce sont des autres espaces, et donc moi je ne vois pas le lien de manière directe. Alors certains dans le débat public en Belgique ont survalorisé l'aspect idéologique lié à l'histoire saoudienne dans ce pays, parce que je crois qu'il y a peu de pays où on a donné les clés aussi de manière aussi manifeste qu'en Arabie Saoudite. Certains l'exagèrent parce que, à la fois dans l'islam marocain, dans l'islam turc qui ont été dominants, il y a d'autres choses qui jouent. Il y a d'autres éléments qu'il faut mettre en contexte. Le rôle de la dianette turque, par exemple, qui est très structurant pour l'immigration turque, et le rôle de l'islam traditionnel dans la communauté marocaine. Donc le lien n'est pas aussi direct que cela. Et il y a eu, il y a quelques jours, je pense, une intervention d'Olivier Roy qui dit mais on n'est pas face à un phénomène de radicalisation de l'islam, mais d'islamisation de la radicalité. Alors, c'est vrai en partie, parce que il y a un grand nombre de jeunes dont on voit les trajectoires aujourd'hui, particulièrement ceux qui sont dans l'opération du 13 novembre. Ceux qui sont dans l'opération du 13 novembre sont typiquement les représentants de trajectoires de vie fracassées, hein, de gens... Il y a un orateur, un spécialiste qui il y a quelques jours révélé un témoignage d'un jeune interpellé par les
moi, le Coran, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le djihad. Pardon? Le Coran, je m'en tape. Le Coran, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est le djihad. Voilà. Cet exposé a été relaté par Yamin Setou dans un colloque où je participais récemment. Et là, on est dans quelque chose qui est de cet ordre-là. Ce qui n'exclut pas des adhésions par ailleurs. Et donc voilà, pour dire que ce qui a permis le système de l'institutionnalisation, c'est, à mon avis, une augmentation de la participation dans des espaces publics formalisés, dans des réseaux politiques publics, qui sont des choses différentes de ce qui se fait. Pour les amis non arabophones, je pense que vous allez recevoir après une traduction française du texte préparé par Abdel Fattah. Eh bien, je vais donner la parole au professeur Sevi, président de l'université, pour un petit mot de clôture. Je remarque juste au passage que le professeur Sevi est géologue, et comme vous le savez, la géologie il a inspiré beaucoup de théories en sciences sociales. Donc, à vous la parole, Serra. Ingénieur lui aussi. Géologue ingénieur. Non, je rectifie, je suis hydrogéophysicien. Ah d'accord. Autre chose. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السيدة ممثلة جهة أو جهة مدينة بجامعة مكناس، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، السيد عميد كلية العلوم، السادة أعضاء اللجنة المنظمة لهذه الندوة الهامة، أيها الأساتذة والسادات، طالباتي الأعزاء، أيها الحضور الكريم. Moi je vais directement en français, comme ça vous n'aurez pas besoin de traduire ce que je vais dire. Il est toujours important de se pencher sur le problème de l'immigration. Ici, Mustafa Mrezak, avec l'équipe qui l'accompagne, a toujours donné une importance capitale à ce phénomène, que chacun de nous, peut-être, a quelqu'un de sa famille, ou sa famille, qui est immigré quelque part dans le monde. Et nous savons quelles sont les contraintes que vivent nos Marocains, on les appelle actuellement les Marocains du monde, les contraintes d'intégration qui sont suivies par la suite les contraintes de génération, puisque les enfants nés dans un pays d'immigration se trouvent dans la difficulté d'avoir une identité personnelle. Ils se disent soit nous sommes Marocains, soit nous sommes de nationalité dans le pays où nous vivons. Et j'ai toujours dit, j'ai vécu une partie de cette immigration puisque j'ai passé pratiquement plus d'une dizaine d'années en Europe, bien évidemment en tant qu'étudiant-chercheur. Et j'ai toujours dit qu'il faut qu'on fasse une étude anthropologique, sociale, sur nos Marocains vivant à l'étranger et donner quelques recommandations quant à l'intégration de ces Marocains. Quand on est en difficulté de s'intégrer, on a une vie qui est plus ou moins dérangée, et ce qui fait qu'on a des conséquences des fois relativement graves. Et la preuve, on le voit, malheureusement on cite toujours des noms, soit marocains, soit des noms arabophones, dans tout ce qui est fait vis-à-vis de l'international. C'est une très mauvaise marque pour les pays en voie de développement. Le Maroc, on est un des pays qui, grâce à la dynamique de notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, nous avons et nous vivons une stabilité, je dirais, sereine, une stabilité dont nous sommes des fois, je dirais, concurrenciés vis-à-vis d'un certain nombre de pays frères, malheureusement. Et se pencher sur ce problème d'immigration me semble quelque chose de très très important, voire même capital. Les recommandations qui nous ont été citées par le professeur tout à l'heure doivent être publiées à l'échelle internationale pour dire que nos Marocains, d'une manière générale, en collaboration avec nos invités qui sont venus de partout, je dirais en dehors du Maroc, nous devons nous féliciter de ce travail qui devient de plus en plus régulier grâce à la dynamique de l'équipe de sociologie de la faculté de l'Inde et sciences humaines à la faculté
doivent non seulement être des résultats, mais doivent être des recommandations et des résolutions, si on veut dire entre guillemets, sur le terrain. J'aimerais bien aussi, avant de passer sur ce point, j'aimerais bien aussi que ce genre de manifestations, de conférences, de séminaires, doivent être tenues aussi dans les pays tels que la France, la Belgique, la Hollande, etc., pour dire qu'il y a un accompagnement des intellectuels qui vous êtes, avec nos immigrés, nos Marocains du monde, qui n'attendent que cette occasion pour avoir quelques résolutions qui vont les aider à bien vivre et à bien vivre au sein de leur famille. Parce que le problème des premières générations, moi aussi je suis issu d'un père immigrant qui était en Allemagne, décédé en 2006. Nous avons vécu beaucoup de difficultés, tout en restant sans père, bien sûr, parce qu'on le voyait 3 par année. Et quand je voyais mon père, Dieu ait de son âme, je voyais en lui la souffrance qu'il vit, qu'il a vécue dans un pays, je dirais, très développé, où il avait un travail, il gagnait bien sa vie, mais malheureusement, il y a un manque d'affection vis-à-vis de ses enfants, de sa famille. Et il faut le dire, c'est que nos immigrés qui sont partis dans les années, ou vers les années 50, 60, sont partis en laissant derrière eux toute une famille. Et ce manque d'affection s'est répercuté malheureusement sur l'ensemble de leur famille, parce que l'argent, on le sait, ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est surtout la richesse et la chaleur de la famille, puisqu'on a des familles qui sont pauvres, mais qui sont d'un bonheur extraordinaire. Et donc, ces séquelles sont restées tout au long de leur vie. Et il faut qu'ils sachent qu'il y a des intellectuels qui pensent à eux, qui pensent à leur donner des solutions, à les accompagner dans leur vie. Et c'est le rôle de nos éminents scientifiques, sociologues, d'accompagner par des recommandations, par un suivi sur le terrain. Et donc, j'ai toujours dit à Cynthia Reza, professeur à l'École des sciences humaines, que ce qu'il fait est d'une importance capitale. C'est d'abord un état des lieux, un diagnostic, mais aussi des réponses à un certain nombre de questions qui tout le monde se pose, notamment le Marocain du monde. Je vous en félicite et je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux de recherche. Merci. Merci Hassan Sabi. Je vais donner la parole hier, donc on l'a déjà écouté. Oui, je vais donner la parole à Madame l'adjointe. Un petit mot, juste un petit mot. Si vous souhaitez le dire. Voilà. Vous avez beaucoup de choses à dire. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجامعة، جامعة مولاي إسماعيل، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، السادة رؤساء شعبتي عين الاجتماع والجغرافيا المنظمة لهذا النشاط، أجدد شكر جماعة مكناس على دعوتها للانخراط والمساهمة معكم في هذا النشاط القيم. ما يمكن أن أؤكد عليه وما قلته البارحة أن أيدينا ممدودة كجماعة مكناس أمام هذه المساهمة المتميزة للسادة الأساتذة. نطمح إلى شراكة نوعية مع جامعة مولاي إسماعيل. بطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون الدور المحوري للجامعة. لا يمكننا الاستغناء عن الدور المحوري للجامعة على جميع الأصعدة. كل احترام والتقدير لأساتذة علم الاجتماع على طرحهم للنقاش مثل هذه المواضيع. التزامي البارحة أؤكد عليه أننا مستعد إن شاء الله للتفاعل مع خلاصات مع توصيات هذه الندوة حسب الإمكان، حسب المستطاع. نأمل في المستقبل إن شاء الله أن تكون يكون التعاون بين الجماعة وبين الجامعة في المستوى اللائق، في المستوى المناسب. نتمنى لكم التوفيق وأن يستمر هذا العطاء في المحطات القادمة إن شاء الله، وشكرا. Merci Madame la vice-présidente du conseil municipal. Parce qu'on dit maire, président du conseil municipal, alors qu'il s'agit de Ism Jisbeledi.
On n'a pas de maire ici. Hein? Président du conseil municipal. Alors, c'est le vice-président du conseil municipal. Donc, je vais donner la parole à Sidi Mahmoudi en un petit mot, c'est tout. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، السادة الأساتذة، أيها الحضور الكريم، أعزائي الطلبة، كما سبق لي أن أشرت في بداية الجلسة الافتتاحية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير للسيد رئيس الجامعة الذي كان غائبا عنا في الجلسة الافتتاحية، ولكن رغم ذلك فإنه قد شكرناه ونجدد الشكر مرة ثانية على دعمه وسخاء دعمه في كل التظاهرات التي تنظمها كلية الآداب، فله منا خالص التقدير والاحترام. ثانيا أهنئ شعبة علم الاجتماع وشعبة الجغرافيا على التنسيق الجيد وهذا النجاح لهذه الندوة، وهذا ظاهر وبارز من خلال الجلسات يعني المكثفة وكذلك من خلال الحضور للطلبة وكل مهتمين بهذا الموضوع. إذن فهذا التنسيق نتمناه أن يتوسع في السنوات المقبلة، لأن موضوع الهجرة لا يهم فقط علم الاجتماع والجغرافيا، ولكن يهم أيضا رجال التاريخ والقانون وكذلك يعني التخصصات الأخرى، لأن هذه الظاهرة يجب الوقوف على أدق تفاصيلها من كل الجوانب من أجل إمارة اللتام حول هذه الظاهرة البشرية التي تعاني منها ليس فقط المغرب ولكن كل الدول النامية. إذن فأجدد الترحاب مرة أخرى بكل الضيوف ونتمنى لهم عودة كريمة إلى ديارهم، ونقول لهم مرحبا مرة أخرى في السنة المقبلة في لقاء آخر، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد العميد. Je donne la parole à professeur Chadia Ara du comité d'organisation du colloque. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de l'Université de Meknès, Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres, Madame la Vice-Présidente de la commune de Meknès, mes chers collègues organisateurs, sociologues et géographes, Monsieur Brahim El-Feskaoui, Monsieur Moustapha Merizak, Monsieur Nordin Harami, Monsieur Khalid Mouna, mes chers collègues, chers étudiantes et étudiants, mes chers amis, je voulais d'abord rebondir sur ce que vient de nous dire Monsieur le Président, qui est extrêmement important, puisque effectivement, la diaspora que nous formons, un certain nombre d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui, est aussi une grande richesse, mais hélas, vous nous l'avez dit, elle est souvent véhiculée avec une image qui est donnée, qui est négative. Beaucoup de choses, pourtant, qui se font, mais elles restent souvent peu visibles. Ce colloque, il est important. Il est important, il est utile, il est nécessaire. D'abord parce que, en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignante, en tant que chercheur, nous avons un devoir de transmission de savoir, de transmission de connaissances. Mais il est important aussi parce qu'il permet justement de valoriser cette migration, de valoriser ces migrantes et ces migrants qui agissent ici et là-bas. Un grand merci pour la qualité, la diversité des interventions de tous les participants et les participantes. Je rappelle que ce colloque a eu un double objectif. D'abord, il a été l'occasion de fêter ensemble cette 5e édition de la Journée mondiale des migrants, et c'est aussi ça a été aussi de remplir l'objectif de clôturer le programme Hubert Curien Toucal sur migration, développement, citoyenneté. Ce colloque a eu une grande diversité des thématiques et des sujets, qui a permis de balayer un certain nombre de thématiques qui ont répondu de manière générale à l'argumentaire scientifique de ce colloque international. Les 3 séances qui ont composé les différents ateliers ont abordé à la fois la question du développement à travers les transformations institutionnelles et les reconfigurations sociopolitiques, les mobilités transnationales et le changement social, et les recompositions dans les rapports de genre, qui sont en réalité une thématique transversale à ce colloque.
Merci aussi pour la diversité des terrains qui ont été rendus. On est passé par la Belgique, par l'Espagne, les Pays-Bas, la France, la Palestine, le Liban, la Jordanie, la Syrie et le Maroc avec ses différentes régions. Merci aussi pour l'originalité de l'organisation de ce colloque. Nous avons commencé d'abord par une présentation d'un livre, celui de Youssef Hadji, qui racontait le parcours d'un migrant marocain, M. Edbili, et je pense que ça c'était très important de pouvoir en parler et de transmettre aussi cette mémoire de l'immigration. Nous avons terminé tout à l'heure par une table ronde qui a été animée par M. Ezouak de Yabiladi. Je le remercie encore d'avoir couvert l'événement et d'être parmi nous sur la citoyenneté dans un monde globalisé, migration, développement, citoyenneté, et qui était, on va dire, une vraie prise de risque, parce qu'aux extrémités de ce colloque, nous sommes partis d'une présentation d'un ouvrage et nous avons terminé par une table ronde qui donnait la parole aux associations. Et ça, c'était extrêmement important de le faire. C'était une prise de risque, mais c'est surtout une prise de position que nous avons que nous assumons, que nous partageons et que nous referons, je l'espère, avec mes collègues organisateurs. Je vous informe juste que cette aventure a commencé pour moi, je l'ai dit en ouverture hier, elle a commencé pour moi il y a 10 ans, puisqu'il y a encore une décennie de cela, j'organisais avec ces mêmes collègues sociologues une session d'études doctorales et qui se poursuit aujourd'hui par ce colloque international, et j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là. D'abord, il y aura plusieurs publications. Mes collègues de MEPNES vont sûrement parler après moi et vous faire des propositions. Et moi-même, je suis en discussion avec une revue scientifique en France. Donc, je vous proposerai sûrement un certain nombre de communications, de les reprendre pour les partager en France sous forme d'articles scientifiques. Je reviendrai vers vous plus rapidement que vous ne l'attendez. L'aventure se poursuivra aussi par de futurs partenariats scientifiques avec l'Université d'Angers et les départements de sociologie, de géographie, mais aussi avec l'Université de Meknès. En tout cas, c'est mon souhait le plus profond. Je conclus ces quelques mots en vous remerciant toutes et tous, et j'espère bien entendu vous revoir très prochainement dans d'autres occasions, dans d'autres événements scientifiques, et peut-être l'année prochaine pour la 6e édition de la Journée mondiale du migrant, puisque si j'ai bien compris, c'est un rendez-vous annuel qui se fait ici à Meknès. Je vous remercie. Voilà, merci Shadia. Donc pour clôturer la clôture, au sein des départements de sociologie, nous souhaitons profiter de cette rencontre, de cette clôture pour célébrer une amitié et un partenariat qui nous a été très utile. Le jeune département de sociologie de l'Université Moulay Ismaïl, nous existons depuis 2006, en tant que 2004, depuis 2004, donc c'est un jeune département. Et donc on voudrait donc célébrer un partenariat qui nous a beaucoup aidé, qui nous a été utile en termes d'enseignement et de recherche. Et je donne la parole à Mustafa pour préciser de quoi il s'agit. شكرا سيد الرئيس. السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، السيد عميد كلية الأدب مكناس، الأخت المستشارة ونائبة السيد الرئيس مجلس بلدي، الأخت شادي أعرب والأستاذ فتح الزين، أساتذة أعزاء، ضيوف الكرام من مختلف البلدان التي أتوا منها، طالبات والطلبة، الإخوة، الطاقم الإداري والموظفين والمشرفين الذين قدموا الدعم الكافي لإنجاح هذه التظاهرة. بداية أنه السيد رئيس الجامعة فتح لي المجال لأقول كلمة طيبة في حق هذه الكلية وفي حق شعبة السوسيولوجيا، وكذلك من دون أن أنسى أن أقول كلمة طيبة في حق من تعلمنا على يدهم وقرأنا دروسهم، سواء كانوا في
الجامعة خارج الوطن أو كانوا في جمعيات الهجرة. حينما عدت من منفاي الاختياري سنة 2010 كان احتضاني كان كبير جدا لن أنساه أبدا. ويوم ذاك أحسست بولادة ثانية في كلية الأدب. ومنذ 2009 دشنت بمعية زملائي في السوسيولوجيا عدة مشاريع، منها ما هو مادي ومنها ما هو رمزي وثقافي وعلمي. وفي سنة 2010 قلت على أن ما تعلمته على يد الأساتذة الأجلاء بالجامعة الفرنسية وما تعلمته داخل المدرسة الجمعوية للهجرة بفرنسا، قلت هذا دين على عاتقي، ويعني بحثت عن من سيتقاسم معي هذا الدين، فوجدته في كلية الآداب وفي السوسيولوجيا. في 2010 كان أول تفكير، ولازلت أتذكر أنه إحياء اليوم العالمي لحقوق المهاجرين كان في إحدى القاعات البسيطة هنا مع السيدة آنذاك أمينة بوعياش رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي هي اليوم la présidente de la FIDH à l'échelon d'Europe et du Moyen-Orient. كان لقاء مثل درس نموذجي مع الطلبة، وكانت السنة الثانية. هذا التفكير كان بمعية جوج ديال الأساتذة ديالي اللي كاينين في هذه القاعة. أولا الدكتور عيسى القادري الذي كان قد أشرف مع كاترين دو فاندن على الأطروحة ديال الدكتوراه، والأستاذ زربيب من مونبولي اللي هو معنا. هادو بجوج بدينا مع السوسيولوجيا باش خلقنا هذا اليوم وكرسناه. أنا اليوم ملي كنشوف دازت 5 سنين من عمري هذا المولود ومن عمرنا جميعا، كان الهدف منه أساسا هو أنه من دون اقتسام كل التجارب مع الطلبة، من دون اقتسام كل التجارب الأكاديمية أو الجمعوية أو الثقافية أو إلى غيرها مع الطلبة في المدرجات وفي الأنشطة العلمية، لن يكون لا للعلم ولا للمعرفة ولا أي معنى، بمعنى ديال لو سونس. Quand je dis le sens, je dis quoi qu'on fait, s'il n'y a pas un sens, si on ne donne pas un sens, et le sens il est toujours fondé sur une vision, sur une philosophie et sur un espoir, sur aussi la continuité de nos rêves et de toujours penser à la relève. Notre problème aujourd'hui, c'est la question de relève. C'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui, est-ce que l'université aujourd'hui, il est capable de reproduire la connaissance, de produire le sens de la critique, de reproduire l'éducation à la citoyenneté toute large. On n'est pas là juste pour former des étudiants pour des diplômes, mais aussi on est là pour former dans un cadre de la socialisation des futurs citoyens, mais avec des responsabilités en futur. اليوم يتحقق هذا الحلم بمعية شريكنا الأول اللي هو المجلس البلدي في إطار ربط الجامعة بالمؤسسات التي تسير الشأن العام، وكذلك ليس الاكتفاء فقط على الوزارات وعلى الإدارات الكبرى، بل كذلك على كل من يمثل الشأن العام سواء كان محليا أو كان إقليميا أو كان جهويا. فهذا اليوم كما قلت أفتخر بوجودكم معنا، وكم من جيل 5 سنوات من طلبة أنه كل سنة أملي، وهنا لا أدعو بالصيغة الفردية ولا أتكلم بالصيغة أو بالذكاء الفردي، أريد أن أتكلم ندوي
بالدارجه نقول بالذكاء الجماعي. الفرد كما بغى يكون يعني النصر ديالو، كما بغى يكون العلم ديالو، كما بغى تكون القوه ديالو، كما بغى يكون حتى يعني سوبرمان، لا يمكن ان يكون له موطئ قدم في الواقع الا اذا كان مع الجماعه، واذا كان عمله عمل جماعي ويهدف بالاساس ان يساهم في حل مشكلات ديال المجتمع. نحن جزء من هذا المجتمع، فيجب ان نتحمل كل هذه المسؤوليه. انا اعاهدكم باسمنا جميعا على اننا سنمضي في احياء هذه الذكرى. نعتبر يوم المهاجر هو الثابت، والمتحول هم نحن وانتم. يمكن ما بقاش انا امشي وما يبقاش رامي. بيرسون ني انديسبونسابل. اللي مهم او ايترنال، اللي مهم هو ان هذا اليوم هذا تبقى عند كليه الاداب، ويبقى شي حاجه اللي درناها كاملين. قلت الثابت هو اليوم، ولكن المتحول هي المواضيع الجغرافيه والانثروبولوجيه والسوسيولوجيه والسياسيه والقانونيه والحقوقيه التي تخترقنا جميعا، والتي يعني هي من صلب اهتمامات قضايا الهجره. اليوم لا اخفي عليكم على ان موضوع الهجره ومن بين المواضيع القليله جدا، من بين التخصصات القليله جدا التي تستقطب كل المقاربات، تستقطب كل المدارس الفكريه والقانونيه. الهجره من المقاربه الامنيه الى المقاربه الفلسفيه، ومن المقاربه السوسيولوجيه الى المقاربه القانونيه، ومن المقاربه الرياضيه الى المقاربه الفنيه والسينمائيه الى غير ذلك. نقول على انه هذه الفرصه سعيده، وانا اغتنم كذلك الفرصه لاقول للسيد رئيس الجامعه اننا فعلا يعني لمسنا على انه اليوم الجامعه في كليتنا في كليه الاداب، ربما هذا ما يسري في العديد من الجامعات، ولكن اتكلم على الجامعه ديالي وعلى الكليه ديالي، اننا لمسنا على انه فعلا هناك هذا المنحى في العلاقه بالجامعه وبالمحيط ديالها، وتكريم الاساتذه ديالها، تكريم الطلبه، تكريم الضيوف، تكريم الجمعيات. كنقول بانه هذا هو الورش ديال روح دستور 2011، وهذا انتصار لدستور 2011، وانه كل ما جاء به دستور 2011 هو رائع، والاروع هم انتم ونحن ومن يعمل على تنزيل هذه الروح على ارض الواقع. استدعي ان سمحتم استاذ عيسى القديري واستاذ حسين زغبيب للمنصه، وادعو مدام لا فيس بريزيدونت انه تقدم هذه الهدايا بجوج. اولا وحده للسيد رئيس الجامعه باش يسلمها للسي عيسى القدري، واحد الهديه الثانيه تقدميها لنا للسيد عميد الكليه باش يقدمها للسي حسين زغبيب، وانا غادي نساعدك. أغتنم هذه الفرصة لأقول على أنه هذا التكريم سنكرسه كل سنة، وندعوكم جميعا أخواتي وإخواني الطلبة والأساتذة الالتزام معنا. هنا كنشوف معايا لطيف، كنشوف عبدو، كنشوف الآخرين كاملين. أدعوكم لليوم العالمي السادس بحول الله لنشتغل جميعا ولتكون معنا في تهيئ هذا اليوم الذي سنخلده ما دمنا على قيد الحياة، ولمتنا يكون إن شاء الله لخلفنا. إذا شكرا للمجلس البلدي على Le professeur Aïssa Kadri, il est professeur de sociologie à l'université Paris 8. Voilà, ça a été dit. Donc il a dirigé l'Institut du Maghreb Oran qui a été fondé par le légalisme. Juste
pour professeur Zrabi, Hussein Zrabi, les professeurs de droit à Montpellier 3, l'université de Montpellier 3. Donc, voilà. Bon, on laisse le Je suis extrêmement ému, je ne sais pas quoi dire. Merci, Monsieur le Président, merci Papa, merci cher ami, merci Shadia, merci tout le monde, merci les étudiants, les enseignants, les collègues. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir ce cadeau. Je suis extrêmement ému. C'est un cadeau de la commune de Meknas. C'est un cadeau de la commune de Meknas, monsieur Hassan. Oui, merci Madame la Présidente. Je dois dire mon honneur, le plaisir, vraiment la joie, la fierté d'être toujours ici à Meknes, d'échanger, de transmettre, de former, puisque nous avons avec Meknes, et ça n'a pas été dit, un programme européen IRCES d'échange qui réunit 7 universités. Nous avons eu 3 programmes européens que nous dirigeons de Paris 8. Voilà, donc il faut continuer à transmettre et je crois que c'est notre devoir de transmettre aux jeunes générations, de les former et surtout d'y associer nos diasporas et nos immigrations, parce que l'avenir ne se fera pas sans eux. Et notamment, je dis un mot aussi sur le Maghreb, les choses devront se faire sur le Maghreb, et le Maghreb se construira par le bas, par vous les jeunes, par tous les acteurs qui sont engagés aujourd'hui à le faire. Merci. Merci beaucoup. Bon, je crois que je commencerai par la fin, puisque mon ami et complice maintenant, Issa Kadri, vient de le dire. Je dis complice parce que ça fait des années que nous parcourons des choses ensemble et que nous devenons, avec l'âge aidant, nous devenons un vieux couple qui se dispute de temps en temps, mais qui arrive à produire quand même ensemble. Je tiens à remercier l'ensemble des amis qui sont ici, et c'est très difficile. Je suis autant ému, plus ému peut-être que mon ami Arissa. Pourquoi? Parce que, dit-on, les ennemis vous accueillent avec de la méchanceté, ça on s'y attend. Mais les amis vous gênent avec leur gentillesse. Et cette gentillesse me va vraiment droit au cœur et me fait en sorte que je ne trouve pas les mots qu'il faut pour vous remercier pour cela, parce que dès que je mets le pied au Maroc, je suis accueilli par du miel qui sort de la bouche des gens et un regard qui pétille de gentillesse. Et ça, c'est très, très, très marquant pour moi avec mon histoire personnelle. Nous sommes frères, mais nous avons des frontières, hélas, qui sont difficiles de temps à autre à traverser, et nous les traversons plus facilement en venant de France qu'en venant du pays voisin. Je tiens à remercier Madame la vice-présidente pour ce merveilleux souvenir, parce que ça va être un souvenir que je garderai très longtemps. Ça va être très difficile à transporter. Je ne le confierai pas à la rame, je le garderai avec moi, et ça me fera un très 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 long souvenir. Et puis j'espère que nous continuerons à travailler ensemble comme nous l'avons toujours fait. Je tiens à remercier, comment je devrais dire, Papa Noël, Papa Noël, Marisette Noël, et puis Madame Noël, et tous les autres collègues, Monsieur le Président, bien entendu, bien sûr, et Monsieur le Doyen, et mes chers collègues qui sont derrière moi. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ça.